Yo tout le monde, ici je suis tout seul et dans une vidéo qui est de nouveau pas face cam après celle sur Creature Commandos. J'ai l'impression que c'est un peu le type de vidéo que je fais concernant les dessins animés. Nous allons parler aujourd'hui de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Je l'ai bien prononcé. Voilà. Je me vante un peu avant de démarrer la critique, on va dire, puisque du coup, il est possible qu'il y ait beaucoup plus de vidéos hors face cam, donc comme celle-ci, plus de live également, parce que je travaille sur mon mémoire actuellement et je bosse 35 heures. Je vais donc essayer de préserver le rythme habituel de sortie des vidéos dès que j'estime qu'il est important que je fasse une vidéo sur quoi que ce soit, sur quelques sujets qui m'intéressent. Mais bon, sachez juste qu'il est possible que ce soit surtout des lives ou des vidéos non face cam, vu que ça va faciliter et accélérer le processus du montage, sachant que mes occupations personnelles prennent pas mal le pas, nous allons dire. Donc voilà, après cette petite parenthèse, parlons de ce dessin animé qui a été annoncé il y a assez longtemps par Marvel Studios en 2022, et en vrai 2022 c'est loin pour un dessin animé. En général, un dessin animé, on a tendance à l'annoncer un an et demi avant, là ça fait 3 ans et demi quasiment, c'était durant la Comic-Con ou la D23 je crois, et... Moi, quand le projet avait été annoncé, tout le monde se demandait quel est l'intérêt de ce projet. Pourquoi? Qui veut ce projet? Tout le monde s'en fout, en fait. Mais moi, j'ai bien l'optique créative, artistique, de proposer un dessin animé du style des comics ou des comic books des années 60, en fait. Des comic books où Spider-Man a commencé à apparaître, à vivre ses premières aventures, dessinés par Steve Ditko, et donc en essayant d'émuler, de reprendre le style de Steve Ditko dans un dessin animé qui va donc rendre hommage un peu au style des comics de l'époque, et donc notamment ceux de Spider-Man. Et ça, c'est un style qui m'intéressait bien, que je trouvais assez intéressant, en tout cas en regardant les concept art qu'ils avaient dévoilés. Et ensuite, avec le temps, c'est vrai que la série a mis beaucoup de temps, du coup, à apparaître, et on a enfin eu un petit trailer 1 mois avant la sortie, il me semble. Et c'est vrai que, comme beaucoup, j'ai été pas mal refroidi par le style d'animation, alors que c'était peut-être le truc qui m'avait rendu le plus curieux, dans le sens où... En fait, c'est le côté 3D qui me dérange un peu, c'est que je pense que le style d'animation à la Steve Ditko, à la comics, entre guillemets, passerait beaucoup mieux si on le fout juste en 2D, en fait, en préservant un format 2D, en faisant des dessins animés classiques, en fait. Le truc, c'est que Marvel Studios, Marvel Animation, du coup, choisit de tout mettre en 3D, en fait, et donc t'as une espèce de perspective qui ressort, et qui fait qu'on ressent moins, je trouve, quand même, la palette comics de l'animation. Surtout que ça fait bizarre, parce que dans un dessin animé 2D, ça passe mieux le fait qu'on ait des designs avec peu de détails, avec quelque chose de plus épuré dans le style, dans les looks, dans les effets. Mais en 3D, c'est un peu perturbant, en fait. Ça fait presque Uncanny Valley, on va dire, ça fait presque prévise de film, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait pas mal dérangé dans la bande-annonce, comme beaucoup de personnes. Et c'est vrai que quand tu commences la série, ça peut être assez perturbant d'avoir ce style d'animation-là. Mais je vous assure qu'avec le temps, en tout cas me concernant, j'ai commencé à plutôt bien prendre quand même le style d'animation, même si j'aurais préféré que ce soit de la 2D, non de la 3D. Et honnêtement, on peut pas dire en tout cas que ça ne change pas des séries d'animation habituelles en termes de style visuel, et ça reste quelque chose que je loue totalement, et puis je trouve ça toujours plus travaillé visuellement que Invincible. J'ai toujours le taclé dans les séries d'animation Invincible, mais oui, c'est quand même beaucoup plus bossé, c'est qu'on sent que juste avec le côté 3D, pour le coup, on sent qu'ils ont le budget de foutre des vrais buildings en 3D, des personnages en 3D, des pouvoirs, des machins en 3D, tout est en 3D, donc on sent qu'il y a un gros travail de design, et que voilà, il y a du travail numérique qui est derrière, il y a de l'argent derrière, pour le coup, c'est un dessin animé de studio de cinéma pour le coup. Le style animation, c'est peut-être le truc qui peut diviser, mais en dehors de ça, j'avoue que j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes en hésitant à regarder la série, mais en voyant les avis et étant plutôt fan du pitch de base, parce qu'en fait le truc qui est intéressant dans cette série-là, c'est que le pitch, en vérité, c'est juste un what if géant du MCU, en fait. C'est et si Spider-Man appartenait à Marvel, en fait. C'est juste ça. Parce que pour ceux qui n'ont pas toutes les connaissances sur le sujet, c'est Sony Pictures qui a les droits de Spider-Man au cinéma, donc c'est Sony qui coproduit en partenariat avec Marvel Studios les films Spider-Man avec Tom Holland. Sinon, en dehors de ça, tout ce que vous voyez de Spider-Man au cinéma, c'est du pur Sony, et Marvel Studios n'a aucun impact sur ces films-là, que ce soit tout ce que sont les films Venom, Kraven, etc., ou les films d'animation Spider-Verse, par exemple. Mais le truc, c'est que Marvel Studios, eux, ils ont les droits de Spider-Man en animation, mais en animation de dessin animé de télévision. Donc pour le coup, ça c'est quelque chose dont ils ont totalement les droits. Du coup, cette série animée, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont accepté de faire cette série animée-là, c'est afin d'avoir cet objectif, d'avoir leur propre œuvre Spider-Man à eux, en fait. Dans le sens où le truc, c'est que la trilogie de Tom Holland,
Ça reste une trilogie qui est faite en partenariat avec Sony, ils n'ont pas totalement les mains libres sur ce truc-là, et en plus de ça, le seul personnage quasiment qu'ils ont eu le droit de crossover sur plusieurs films en dehors de la trilogie Spider-Man, c'est Tom Holland en fait. Ça veut dire que, ouais, on a peut-être... Oui, on a Spider-Man dans le MCU grâce à ce deal, mais malheureusement, on n'aura pas le droit des personnages comme le Bouffon Vert, comme Norman Osborn, c'est le même personnage, comme le Caïd aussi, pour le coup, mais justement, là aussi, il y a des problèmes de droit avec le Caïd, parce que c'est aussi un ennemi de Spider-Man également. Mais voilà, il y a plein de personnages qui ont encore été cool à voir, genre voir Morbius contre Blade, Kraven contre Black Panther, je sais pas. Toutes ces choses-là, on peut pas les avoir parce que déjà Sony les a gardés pour leurs propres films qui ont flop, et parce que le seul personnage qui a le droit de s'entrecroiser parmi tous les films Marvel, c'est Spider-Man. Et du coup, ça se voit que ça emmerde pas mal Marvel, et donc ils ont choisi de faire un gros what if où on va utiliser tous les personnages qu'on a du catalogue Spider-Man dans un dessin animé de télévision, et on va faire ce qu'on veut, on va faire comme si on pouvait faire ce qu'on voulait, et on allait donc faire interagir l'univers de Spider-Man dans le MCU avec beaucoup plus de liberté que dans la trilogie avec Tom Holland, du coup. Et c'est vraiment ça le pitch qui m'intéresse, c'est du coup le suppo de base, c'était comme ça que la série avait été vendue. C'est et si, durant les événements de Captain America Civil War, ce n'était pas Tony Stark qui venait recruter, entre guillemets, Peter Parker, mais c'était Norman Osborn qui venait le recruter, qui est un personnage que l'on risque pas de voir dans les films, malheureusement, parce qu'il y a aussi le fait que Spider-Man No Way Home nous ait ramené les vilains des anciens films Spider-Man, que ce soit le Octopus de Alfred Molina, le William Dafoe, le Norman Osborn de William Dafoe, etc. Tous ces méchants-là, je suppose qu'on les reverra plus jamais dans un film Spider-Man, parce que vu qu'on a ramené les anciens acteurs pour faire des méchants façon multiverse, ils vont pas nous refaire ces méchants-là dans les prochains films avec Tom Holland. Et du coup, ils peuvent pas avoir leur propre Octopus à eux, leur propre Bouffon Vert à eux, leur propre Electro à eux. Et cette série animée-là, c'est leur opportunité de proposer leur version style MCU alternatif du coup de ces personnages. Et force est de constater, si je dois émettre un avis global sur ces 10 épisodes de une demi-heure, en plus on a bien mangé parce que la série a été diffusée en 4 semaines, donc il y avait des semaines où on avait 3 épisodes, des semaines où on avait 2 épisodes, donc pour le coup on a bien mangé en termes de rythme d'épisodes, de sortie. Et c'était une putain de série. J'ai pris mon pied devant, j'ai beaucoup aimé cette série, honnêtement, et je m'y attendais pas, vraiment, avec les bandes annonces et tout ce qu'on avait. Je ne m'y attendais pas, mais force est de constater que j'ai l'impression que l'avenir, en tout cas, l'avenir qualitatif de Marvel Studios, se trouve dans les séries d'animation, en fait. Entre X-Men 97, on va pas trop compter What If, malheureusement, mais voilà, déjà on a ça, on a X-Men 97, et on a ça, et ce sont des séries qui vont continuer sur la durée, vu que Your Friendly Neighborhood Spider-Man a été déjà renouvelé pour 2 saisons supplémentaires, donc on aura au moins 3 saisons. C'est dire à quel point ils avaient confiance en ce projet-là, et je pense qu'ils ont eu raison, et honnêtement, c'est effectivement une très très bonne série animée, en tout cas en termes de pure écriture, je veux dire. Et oui, en tout cas, si vous connaissez pas le personnage, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour vous, afin de découvrir le personnage de Spider-Man, en tout cas de connaître un peu ses bases. Et puis si vous êtes fan du MCU et des films Marvel, pareil, vous aurez plein de références à l'univers Marvel de partout. Ça peut être très très ludique de voir les petits moments, les petits événements des films qui se déroulent en même temps que la série animée, de voir les quelques variantes de ces événements-là, de voir les changements qu'il y a par rapport au MCU qui s'opèrent petit à petit dans cette série-là. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi très très ludique pour les fans du MCU, mais tout simplement, après j'ai pas trop donné mon avis sur les précédents dessins animés Spider-Man, si je dois donner quand même un petit avis. Moi j'ai essentiellement grandi avec Spectacular Spider-Man et Ultimate Spider-Man. J'ai vu, quand même dans ma jeunesse, la série animée des années 90, et donc moi je suis pas le plus grand fan de la série animée des années 90, je sais qu'il y a une grosse fanbase là-dessus, et je sais que beaucoup aimeraient qu'on ait un revival de cette série depuis le succès des X-Men 97. Moi c'est vrai que j'avais du mal avec cette série, dans le sens où déjà il y avait tout le délire du fait qu'ils avaient pas le droit de donner des coups de poing dans cette série animée-là. Je trouvais déjà que le Peter Parker de cette série faisait déjà 10 ans de plus que l'âge qu'il est censé avoir, un peu comme Tobey Maguire 10 ans plus tard. Et puis il y avait plein de changements, il y avait beaucoup trop de changements par rapport aux comics qui me dérangeaient, genre le fait que Carnage soit créé par le Baron Mordo et Dormammu, le fait qu'on se fasse le super bouffon avant le bouffon vert, le fait qu'on adapte la mort de Gwen Stacy avec Mary Jane à la place de Gwen. Il y avait plein de changements qui me dérangeaient quand même pas mal dans la série animée des années 90, et qui faisait que jamais été un giga fan de cette série animée là, mais je la respecte et ça restait une très bonne série animée qui a son public. Mais pour le coup, Spectacular Spider-Man, qui pour le coup a été annulé de façon injuste, pour moi c'est vraiment la meilleure série animée Spider-Man qu'on ait eu en termes de pure qualité, le générique, les vilains, les twists, l'écriture. J'avais beaucoup aimé Spectacular Spider-Man pour le coup, et même si avec le temps,
je pense pas être un immense fan non plus de Ultimate Spider-Man. Il faut dire que Ultimate Spider-Man m'a ouvert la porte à beaucoup de personnages de l'univers Marvel que je ne connaissais pas avant. C'est grâce à cette série animée-là que j'ai connu Luke Cage, Iron Fist, White Tiger, Nova, Taskmaster, d'innombrables personnages que j'ai pu rencontrer grâce à cette série-là, avant que le MCU les intègre plus tard au cinéma et sous la et en télévision. Et donc, juste pour le côté culture Marvel, je trouve que c'est une série qui peut être intéressante à regarder, Ultimate Spider-Man. Après ça, je suis moins fan des séries animées Spider-Man, qui sont plus des séries animées Marvel, où le héros est Spider-Man. Ça, j'ai quand même un peu plus de mal avec ça. Moi, je préfère quand même avoir des séries Spider-Man basées à New York, où Spider-Man affronte ses ennemis à lui, quoi. Pas forcément avoir des gros crossovers où il doit mener une équipe de super-héros ou des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que ça, c'était un aspect dont je n'étais pas très fan, et aussi là, le côté très très Deadpoolesque de Ultimate Spider-Man. Et puis après au bout d'un moment, j'avais arrêté, mais il y avait aussi tout le côté, vu qu'ils avaient créé un univers partagé avec Avengers Assemble, Hulk, Agent du Smash, les Gardiens de la Galaxie, où ensuite tous les dessins animés commençaient à devenir des variantes du MCU, à partir de là où j'ai arrêté, ça devenait n'importe quoi, et puis bon, après j'ai grandi, on va dire. Et j'avais aussi vu la série animée 3D qui était sortie à l'époque des Sam Raimi, que j'avais, quand j'étais gosse, j'avais du mal à apprécier cette série-là. Peut-être qu'il faudrait que je lui redonne une chance, mais c'est vrai que j'avais du mal à apprécier cette série-là également. Mais pour dire que oui, Spider-Man avait beaucoup de dessins animés, et que donc il y avait un certain level à surpasser avec cette série animée-là, et je trouve qu'elle le fait avec brio, honnêtement. Donc je trouve que on est sur une version supérieure de la trilogie de Tom Holland en termes de pure écriture, déjà en termes de mise en scène, parce que c'est une série animée, et ce qui dit série animée dit bon découpage, en sachant qu'avec le style 3D, il y a de quoi créer des effets un peu de voltige, des plans assez larges, des effets de caméra, des mouvements de caméra très très fluides, et donc plein d'effets de style animation qui rendent la série assez cool visuellement en termes d'action. Par exemple, on peut trouver l'action un peu mou du genou, et en vrai je suis d'accord, l'action est peut-être un poil mou du genou, mais c'est vrai qu'une fois que tu mets la musique, que tu rajoutes l'intrigue, l'histoire, etc., je trouve que tout passe beaucoup mieux, honnêtement. Même si oui, c'est quelque chose quand même que je sens quand je revois les gens retweeter ça sur Twitter, sur X, du coup les différentes scènes d'action de la série par exemple, mais quand même, en général les scènes d'action sont plutôt cool. Mais voilà, en termes de mise en scène, c'est largement supérieur en tant que dessin animé des films live action qu'on a eu récemment, et en termes d'histoire également, dans le sens où les 3/4 des choses qui me dérangeaient énormément dans les Spider-Man de John Watts, sont traitées dans cette série en fait. Genre, juste le simple fait que tu es Spider-Man, Peter Parker, qui ait des problèmes de loyer avec sa tante May, ça c'était quelque chose qui n'était pas du tout abordé dans les films de John Watts, où justement, dès que Tony Stark recrute Peter, Tony Stark lui file de l'argent, quoi. Donc, en fait, ils ont plus de problème d'argent quand Spider-Man débarque dans le MCU, ce qui est un peu l'antithèse de ce qui est censé représenter Spider-Man, quoi. Le jeune étudiant qui a la bourre, qui veut faire le bien, mais qui galère, etc. C'est un peu le principe du personnage, et j'étais content qu'on retrouve un peu des fondamentaux, en fait, de la mythologie du personnage, qui est ce jeune du Queens qui a des problèmes de loyer, qui va tout faire pour essayer d'aider sa tante May à maintenir son appartement, etc. Et pour le coup, on retrouve cette thématique-là. On a aussi le fait que, comme on est sur une version alternative d'avoir un Spider-Man en tant qu'élève d'un mentor, c'était aussi un truc qu'on pouvait reprocher, mais c'était les costumes ultra technologiques des films de Tony Stark concernant Spider-Man dans le MCU. Et le fait aussi, ça, c'est pas une question que je m'étais posée, mais c'est vrai que maintenant je me la pose grâce à cette série qui l'a mieux traitée, qui est le fait que c'est vrai que dès que Civil War arrive dans le film, du coup, Tony Stark offre à Peter un costume high-tech, et lui, il le maîtrise déjà parfaitement bien, alors que justement dans cette série-là, on te montre bien que les premières fois que Norman Osborn lui donne des costumes high-tech, il galère, il démolit les costumes, et il faut retenter de nouveau, refaire des tests, jusqu'à avoir un costume qu'il puisse maîtriser parfaitement pour opérer en tant que Friendly Neighborhood Spider-Man. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup mieux traité, surtout qu'il y avait toute cette overdose de technologie également qu'on pouvait reprocher à juste titre dans les films, qui est là pour le coup est bien mieux traité également. C'est que oui, au début il a un petit côté high-tech avec la technologie que Norman Osborn va lui offrir, mais c'est l'objectif que Spider-Man doit se donner dans cette saison en fait, c'est de s'émanciper de ses influences et de devenir sa propre entité en finale. Et donc, sans spoiler la fin, mais oui, on va retrouver un Spider-Man beaucoup plus classique en fin de saison, et ça fait partie de son évolution personnelle, là où il a fallu attendre 3 putains de films pour que Spider-Man ait un putain de costume normal dans la trilogie de John Watts. Donc il y avait aussi ce côté-là. Il y avait aussi un côté qui était aussi pas tant développé que ça, parce que c'était ça qui était chiant dans les John Watts, c'est que beaucoup de personnages de l'univers de Spider-Man connaissaient très vite l'identité de Spider-Man, et ça c'était vraiment assez chiant, parce que beaucoup dans cette série-là, on traite assez bien du dilemme qu'a Peter, justement, d'équilibrer sa vie d'étudiant, qui veut sortir avec ses potes, organiser des soirées, faire ses devoirs,
et sa vie de héros qui souvent piétine sur sa vie d'étudiant, et pour le coup c'est quelque chose qu'on traite aussi beaucoup plus dans cette série-là par rapport au film également. C'est une série qui est assez intéressante dans l'essence même de Spider-Man, quoi. Ce sont censés des choses que je suis même pas censé vous dire, vu que ce sont des bases même du personnage, et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ça se déroule en même temps que Civil War, donc on réévoque beaucoup. Il y a des caméos, il y a des événements qui sont évoqués de Civil War, il y a plein de choses, il y a des références au MCU de partout. Hein. Pour le coup, vraiment, prenez cette série comme, c'est le MCU, et puis boum, il y a un changement, et donc la série va prendre une autre direction. Mais la série se déroule quand même dans un MCU alternatif, pour le coup. Pour le coup, ça évoque tout le temps Iron Man, Thor, Hawkeye, les événements de la bataille de New York aussi. Ça évoque les accords de Sokovie dans tous les épisodes. Donc, pour le coup, on est dans le MCU, ça parle du Wakanda, ça parle de tout. Donc, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est important pour l'immersion du fan. En fait, c'est important pour l'immersion du fan d'avoir ce côté what if ludique, je trouve. Comme on est sur une version alternative, un peu de la trilogie de Tom Holland, du coup, on a des héros, on a du coup des personnages secondaires alternatifs qui seront très intéressants pour vous à découvrir. Du coup, je trouve quand même qu'il y a des personnages qui ressemblent un peu trop à certains personnages des films de Tom Holland. Par exemple, on a le crush de Peter dans la série qui s'appelle Pearl, qui est par exemple pour moi c'est une copie conforme de Lisa Lann dans Spider-Man Homecoming, et je trouve qu'elle n'a vraiment rien de plus que Lisa Lann dans Spider-Man Homecoming par rapport à ça, donc elle je trouve par exemple qu'elle n'est pas très intéressante. Même Nico Minoru pour le coup qui est un peu la nouvelle meilleure amie de Peter, et autant ça change et c'est original d'avoir comme meilleure amie pour Peter une fille et pas un gars, pour le coup ça change un peu par rapport à Ned ou Harry Osborn. Autant en vrai le profil de Nico Minoru ressemble beaucoup au profil de Zendaya, de MJ, du coup de Michelle dans les Spider-Man de John Watts également, quoi. C'est vraiment la meuf un peu introvertie, un peu geek slash nerd, qui a ses propres délires toute seule et qui parle pas trop aux gens et qui se sent mal, etc. C'est vraiment le même profil de personnage, et donc je la trouve pas non plus foncièrement originale également. Il y a des personnages qui sont quand même plus originaux, je pense à Lonnie, le personnage de Lonnie, vous verrez que c'est un personnage très très intéressant qui va avoir, si vous connaissez les comics, il va avoir une trajectoire qui peut être très intéressante et assez inédite. Et pour le coup, Lonnie, on dirait vraiment le profil de base du quarterback à la Flash Thompson, qui va bully Peter Parker, et là au final ils vont faire l'inverse, et ça va être un peu l'un de ses meilleurs amis. Donc il y a quelques revers qui sont plus intéressants. La Tante May est plus intéressante que dans les films aussi, vu qu'on joue sur des choses avec elle qui peuvent être intéressantes pour la suite de la série également. Et d'ailleurs, par rapport au MCU, là on évoque bien plus clairement Oncle Ben, ça c'est quand même pas mal. Après, je vais quand même me permettre de vous donner un petit spoiler avant de passer à la partie spoiler. C'est peut-être un défaut que j'aurais quand même à évoquer, c'est le fait que Peter soit devenu Spider-Man après la mort de l'Oncle Ben. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve très particulier comme choix, honnêtement, dans le sens où justement, la mort d'Oncle Ben, c'est ça qui va déclencher le fait que Peter devienne le héros qu'il est censé devenir, quoi. C'est vraiment la phrase des grands pouvoirs qui impliquent des grandes responsabilités, et le fait que Peter, du coup, arrête le voleur qui a tué, du coup, son oncle. Et ça, du coup, on l'a pas du tout, c'est qu'il devient Spider-Man après la mort de l'Oncle Ben. C'est comme si l'Oncle Ben était mort pour rien, en fait, dans la diégèse de la série. Et si on prend ça comme une version alternative du MCU, je suppose que la version du MCU meurt un peu comme ça aussi, quoi. Donc pour le coup, j'ai quand même pas mal du mal avec cette idée-là de l'Oncle Ben qui meurt avant, parce que du coup, toute la symbolique du personnage perd tout son sens, en fait. La phrase des grands pouvoirs qui impliquent des grandes responsabilités, c'est Tante May qui la prononce avant de mourir dans No Way Home, et que la place de l'Oncle Ben était un peu remplacée par celle de Tony Stark dans les films, et cette place-là que Tony Stark a, elle est un peu remplacée par Norman Osborn dans cette série-là, qui va aussi nous proposer une variante un peu de cette moralité, on va dire. Donc c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de personnages dans la fresque MCU qui ont pris la place de l'Oncle Ben, en tout cas en tant que figure paternelle de Peter, mais ça reste un choix que je trouve quand même assez laborieux personnellement. Et oui, moi, Norman Osborn, ça m'a fait extrêmement plaisir de revoir Norman Osborn, en fait, le vrai Norman Osborn. Parce que moi, j'aime beaucoup Willem Dafoe dans le rôle, mais Willem Dafoe, c'est un excellent bouffon vert, mais c'est pas un bon Norman Osborn. Norman Osborn, c'est censé être un mec charismatique, terrifiant, un businessman qui est très fort médiatiquement parlant, très intelligent, qui peut être très froid également dans ses méthodes. Et en fait, ce que j'ai toujours dit, c'est que le bouffon vert, c'est un mix entre le Joker et Lex Luthor. Et moi, j'ai toujours été plus intéressé par la version Lex Luthor de Norman Osborn, c'est-à-dire ce businessman froid, etc., influent. Et du coup, c'est ce qu'on a dans cette série-là, c'est qu'on a ce businessman-là. Et justement, c'est ça qui marche dans cette série, c'est qu'on te fait constamment douter sur l'allégeance du personnage durant toute cette série-là, parce qu'il va être le mentor de Peter. Et honnêtement, le personnage de Norman, quand tu le rencontres dans cette série, il a l'air éminemment sympathique, en fait. Ça a l'air d'être un gars qui comprend les responsabilités de Peter, qui veut l'aider à sauver la ville. Et durant toute la série, on se demande est-ce que le mec il va vraiment devenir le bouffon vert, quoi, au bout d'un moment.
je vais rien vous dire pour la suite, en sachant que la série met en place des arcs qui vont s'étaler sur plusieurs saisons, donc il y a des choses qui n'ont pas encore leur réponse encore. Mais oui, Norman Osborn reste Norman Osborn, et donc il y aura des choses qui seront assez intéressantes par la suite, qui sont teasées dans cette saison 1. Et pour le coup, j'aime bien l'idée de lui avoir changé son ethnie, juste pour justifier, ça doit pas être le seul choix, mais en partie pour justifier sa coupe de cheveux des comics, qui passe beaucoup mieux quand tu as l'allure d'une personne afro-américaine que d'une personne caucasienne. Genre, quand tu peux faire cette coupe de cheveux-là quand tu es caucasien. Donc pour le coup, ça m'a bien fait rire. Et puis Colman Domingo, qui est un acteur qui est vraiment en train de percer de plus en plus récemment, est absolument excellent dans le rôle, vu que moi j'ai maté la série en VO, et honnêtement sa VO, vraiment, à chaque fois qu'il parle, il pue le charisme, vraiment, les meilleures scènes de la série c'est avec lui, quoi, il est tellement charismatique, il a un flow, une prestance vocale, qui fait que tu n'entends que lui, et honnêtement, il l'a dit en interview, et personnellement, j'adorerais que Sony puisse laisser Marvel adapter Norman en live action, et que ce soit lui qui le joue, honnêtement, je pense qu'il ferait un excellent Norman Osborn en live action. Et pour le coup, oui, c'est un excellent personnage. Et du coup, c'est Hudson Thames qui fait la voix de Peter Parker, qui faisait la voix de Peter Parker dans l'épisode sur les zombies de What If également. Donc c'est une reprise de rôle. Et oui, je trouve que pour le coup, l'acteur arrive bien à simuler, entre guillemets, la voix de Tom Holland dans cette série. Pour le coup, ça marche assez bien. D'ailleurs, il m'a fait rire parce que il a dit qu'il avait peur que la série serait trop woke, et quand il a accepté, il a vu que non. Alors que frère, arrête. La série elle est woke, ça se voit de fou, c'est l'un des trucs les plus woke que j'ai jamais vu de ma vie. Pour le coup, ça oui. Après, ça n'impacte pas la narration, on va dire clairement, mais c'est vrai que je trouve ça m'a bien fait rire de voir à quel point la série est complètement woke. C'est que tu as Norman Osborn qui est noir, tu as Harry Osborn qui est noir, tu as Nico Minoru asiatique, Lonnie Lincoln noir, etc. C'est limite, Peter Parker c'est le seul personnage caucasien de son lycée, donc bon, on va... Ouais, peut-être pas woke dans le côté ça impacte l'intrigue, vu que la représentation n'impacte pas du tout l'intrigue, puisque même du côté des méchants, tu as des personnages d'ethnies différentes, il n'y a pas du tout de balance, de pouvoir, d'ethnie, de je sais pas quoi, à part peut-être un élément que j'évoquerai en spoiler, et pour le coup j'ai trouvé un peu forcé dans cet aspect-là. Mais oui, la série est très très woke, mais ce n'est pas dérangeant pour autant concernant l'appréciation de l'œuvre, à moins que vous soyez extrêmement virulent par rapport à ça. Et oui, donc il y aura plein de personnages qui vont popper du coup de l'univers Marvel, Doctor Strange qu'on a vu également, et c'est marrant parce que du coup t'as quasiment aucun acteur qui reprenne leur rôle, et du coup c'est que des acteurs, des doubleurs classiques, qui essayent un peu d'imiter les acteurs des films, donc en vrai c'est assez marrant de voir comment ils les interprètent, à part pour Daredevil, Charlie Cox, qui du coup lui reprend son rôle de Daredevil pour quelques scènes, et c'est assez cool de voir Daredevil également, et ça nous montre à quel point la série fait beaucoup d'efforts dans l'ambition de bien être timé dans la timeline du MCU en fait. Vu que comme la série se déroule en 2016, durant les événements de la Civil War, Doctor Strange en principe vient de devenir Doctor Strange. Daredevil, si on prend la série de base, ça fait depuis 2015 qu'il est Daredevil, donc c'est peut-être pas incohérent qu'il ait encore un costume plus ou moins noir, entre guillemets. Donc en vrai, la série colle très très bien à la timeline du MCU en nous introduisant tous ces personnages assez iconiques du coup du MCU, et en nous proposant plein de variantes du MCU du coup. Et donc, à côté de ça, tu as le générique que vous verrez qui est extrêmement cool. Encore une fois, on a tout le côté comic book. Chaque fin d'épisode a une cover qui conclut le générique, en fait. Et toutes les covers rendent hommage à des covers iconiques de Spider-Man en général ou de d'autres personnages, ce qui est assez cool. Et avec vraiment la silhouette du personnage sur la gauche de la gauche de la cover, avec des affiches avec des têtes flottantes. Vraiment, tous les tics des covers et des effets de comics des années 60, et la mise en scène joue beaucoup dans la série, dans le montage et dans le découpage, sur bien sûr l'effet des cases de BD, donc pour dynamiser la mise en scène. Par exemple, Peter peut marcher tout droit, et il suffit qu'on le fasse marcher case par case pour créer des ellipses entre chaque passage où il marche, par exemple. Et en termes d'idées, c'est plutôt cool dans la narration de la série. Et en vrai, la série est plutôt rythmée comme une série classique, en vérité, vu qu'on est sur 10 épisodes d'une demi-heure. Vous n'avez pas non plus des grosses scènes d'action sur tous les épisodes, vous n'avez pas un méchant filler par épisode. On est vraiment sur 2-3 intrigues qui s'entrecroisent, et qui créent un tout assez cohérent et qui fonctionne assez bien. Et en plus de ça, il y a énormément de teasing pour la saison 2 qui, pour le coup, je suppose, arrivera l'année prochaine, vu qu'ils préparent déjà la 3. Donc, à ce rythme-là, on risque d'avoir une saison par an de cette série animée-là. Je ne promets pas, pour le coup, de faire une review par an non plus. On verra la situation quand les autres saisons sortiront. Mais honnêtement, moi, personnellement, si vous êtes un immense fan de Spider-Man, je vous recommande plus que chaudement Your Friendly Neighborhood Spider-Man. C'est honnêtement une excellente série animée. Pas au niveau de la maestria de X-Men 97 non plus. Mais honnêtement, ils ont quand même fait une très très bonne série, et comme je dis, peut-être que l'avenir de Marvel, c'est dans l'animation, encore une fois. Maintenant, nous allons spoiler du coup cette série animée-là.
Et donc, ouais, bah déjà, il y a tout le délire du fait qu'ils aient complètement altéré l'origine de Peter. Déjà, bon, j'ai déjà parlé de l'oncle Ben qui est mort, du coup, avant qu'il devienne Spider-Man. Mais le fait que, du coup, dans cette version-là, bah, en fait, le what if de base le what if, en fait, de cette série animée-là, c'est Terminator, en fait. C'est une boucle temporelle, en fait. Donc, ça, pour le coup, je trouvais que c'était un twist intéressant qui a été effectué sur les origines de Peter, parce que ça veut juste dire qu'en fait, les origines de Peter... Ben, sont liés au destin en fait. C'est qu'il est, en fait, il est piqué par l'araignée qui détient son ADN, mais là où c'était un peu débile dans Amazing Spider-Man 2, que j'aime beaucoup quand même, bah là c'est cohérent parce qu'en fait ben, c'est juste que tu as tu as Doctor Strange et son portail qui ont voyagé dans le temps, et tu as l'araignée que Norman a expérimenté pour reproduire les pouvoirs de Spider-Man, qui va du coup piquer et transformer Peter en Spider-Man. Du coup, on est sur l'effet Ouroboros, en fait, du serpent qui se mord la queue. Et donc j'ai bien aimé ce délire un peu de la création de Peter en tant que Spider-Man est un élément un peu immuable dans le temps qui dépasse le temps et qui fait qu'au final, il est destiné à devenir Spider-Man en fait, quoi. C'est que tout ce qui lui arrive se rejoint inévitablement. Et ça, c'était une idée qui était intéressante, et ça nous montrait aussi le premier what if de la série, qui était que dans cette série-là, du coup, Peter va pas étudier à Midtown, donc il va pas rencontrer MJ, il va pas rencontrer Ned, Lisa Lane, etc. Et donc, on va le transporter dans une autre fac, où du coup, il va rencontrer d'autres personnages, et donc de nouveaux sets, de nouveaux personnages secondaires, qui vont l'accompagner, et qui va faire un peu l'originalité de la série par rapport au film. Donc, et ça aussi, c'est un truc que j'ai pas trop évoqué, mais... je trouve quand même que cette série est quand même très hasardeuse sur beaucoup de choix, quand même. C'est que, autant on a des ennemis de Spider-Man dans la série, on a des personnages de l'univers de Spider-Man dans la série, autant il y a quand même beaucoup de personnages qui n'ont rien à voir avec l'univers de Spider-Man, qui sont complètement réinventés de façon très très forcée, je trouve, dans cette série. Genre Pearl, pour moi qui est un peu le copycat de Lisa Lane dans cette série, j'ai vu que Pearl dans les comics, c'est une espèce de Aquaman des Philippines. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'elle fout dans cette série? C'est quoi le rapport avec son personnage dans la série, quoi? C'est comme Nico Minoru. Nico Minoru, dans les comics, je crois qu'elle n'a aucun lien avec Spider-Man. Parce que, d'ailleurs, il y avait une interview, en gros, le showrunner, je crois, a dit qu'à la base, il voulait mettre Jessica Jones comme meilleure amie de Peter. Et justement, dans les comics, il faut savoir que Jessica Jones était dans la même classe que Peter, et qu'ensuite, elle vit les événements un peu qu'elle a dans la série télé, par exemple. Et au fait, elle a dit que comme elle n'aurait pas correspondu à l'âge, ils l'ont pas faite. Et honnêtement, vu comment la série est extrêmement greffée au MCU, je comprends pourquoi il l'est pas fait, parce que pour le coup, si Daredevil, Charlie Cox a cet âge-là, Jessica Jones devrait être aussi beaucoup plus âgée que Peter. Mais c'est vrai que le choix de Nico Minoru, qui est dans les comics, après ça rajoute un peu de la magie dans la série, mais Nico Minoru, normalement, c'est une Runaways. Elle vient de Los Angeles, et justement, je crois qu'ils ont dévoilé je crois qu'il y a un comics préquel qui montre les premiers pas de Peter en tant que Spider-Man. Donc pour le coup, on le voit se faire piquer, mais on le voit jamais devenir Spider-Man. Ensuite, t'as une ellipse de 5-6 mois, et boum, il est déjà Spider-Man. Donc on n'a pas tout le côté initiation du personnage. Pour le coup, mais je crois qu'il y a un comics préquel justement qui dit que Nico vient de Los Angeles et que peut-être elle a vécu un peu les événements de Runaways là-bas, je sais pas. Je sais pas si Marvel va encore canoniser la série Runaways par rapport à ça, vu qu'il y a une série télé Runaways de Marvel Television qui existe, et je crois que Marvel n'a jamais évoqué la possibilité que ce soit canon au MCU pour le coup, même si théoriquement ça l'est parce que Marvel Television a tout fait pour que tout soit canon au MCU, mais bref, vous m'avez compris. Mais oui, du coup, le personnage de Nico Minoru, qui est une femme d'origine asiatique qui vient de Los Angeles, et qui, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'elle ressemble un peu trop au personnage de MJ en termes de personnalité, de ce qu'elle représente, etc. Je trouve que la relation avec Peter marche bien, elle est assez intéressante. Bon, il respecte les comics dans le sens où elle est lesbienne, mais on évoque aussi qu'elle est bi parce qu'elle a aussi des sentiments pour Harry. Et pour le coup, j'ai trouvé la réinvention de Harry très 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 intéressante. Parce que c'est vrai que la relation de Harry dans les comics, je la trouve quand même, avec Peter, je la trouve quand même assez surréaliste, parce qu'on parle de deux individus qui ne sont pas du tout du même milieu social en fait. C'est que Harry, lui, il est riche, il est éduqué par un père de riche, et dans son environnement-là, lui, Harry, il est éduqué par des profs privés que son père lui envoie. Du coup, Harry, c'est un personnage qui n'a pas forcément d'amis et qui, en fait, se crée, entre guillemets, des liens sociaux via les réseaux sociaux, en étant un influenceur extrêmement populaire, du coup, sur Instagram, etc. Et donc j'ai bien aimé cette réinvention que j'ai trouvé très très réaliste, pour le coup, de Harry Osborn. Ce côté influenceur, pas très sociable, qui a peu d'amis, mais qui est gigastar pour les jeunes, et que du coup ce soit le lien que Peter a avec son père, qui fait qu'il va être obligé d'avoir une sorte de relation amicale avec Peter. Et je trouve que c'est une idée qui marche bien, c'est que du coup il est pas meilleur ami avec Peter, il est meilleur ami avec Spider-Man en fait. Donc ça c'est une idée qui fonctionne assez bien dans le personnage. Et donc la petite relation qu'ils ont instaurée avec Nico, on sent qu'il y a une espèce de crush entre les deux, que les deux ressentent un peu la même chose mais qu'ils osent pas.
je trouve que c'est plutôt intéressant et que ça change un peu des dynamiques habituelles qu'on a dans les histoires sur Spider-Man, pour le coup, et donc j'ai bien aimé cette réinvention de Harry Osborn, assez intéressante et assez réaliste, je trouve, dans le monde actuel auquel nous vivons, nous allons dire. Et donc Nico aussi, Nico du coup on nous tease le fait qu'elle va probablement, je suppose qu'elle va finir par devenir une super-héroïne dans la série, et qu'elle va devenir la magicienne qu'elle est dans les comics, vu qu'on a son amulette qui semble renfermer l'âme de ses parents. Après, je sais pas si on va nous faire tout le lien des Runaways où ses parents étaient des membres d'une secte, ça je pense qu'ils vont quand même esquiver tout ça et faire leur propre délire. Mais oui, du coup, on sait qu'il y a un délire qui se cache sous Nico, et donc tout cela sera certainement développé par la suite. Et je pense que le GOAT, pour beaucoup de personnes, et pour moi également dans cette série à évoquer, ce sera Lonnie Lincoln, qui est aussi pas mal réinventé par rapport aux comics, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Lonnie Lincoln, Lonnie Lincoln c'est Tombstone. Et Tombstone dans les comics, en fait, Tombstone c'est un ennemi, c'est un grand ennemi de Spider-Man. En fait, c'est le deuxième plus grand mafieux gangster de Spider-Man, après le Caïd. S'il n'y a pas le Caïd, le plus grand gangster, c'est Tombstone. Et Tombstone, c'est un peu une sorte de Luke Cage. C'est un personnage albinos qui a la peau tellement dure, tellement rocailleuse, qu'en fait, il fait penser à une pierre tombale, en fait. D'où son surnom de Tombstone. Et donc, là, ils ont complètement réinventé ses origines, dans le sens où, normalement, Tombstone, il est meilleur ami avec Robbie Robertson, qui est normalement l'un des membres des Bugle dans les comics. D'ailleurs, il n'y a pas eu tout de Bugle, je crois, dans cette série-là, à part 2-3 journaux, pour le coup. J'ai l'impression qu'ils ont un peu recalé cette relation entre Robbie et Lonnie avec Peter, en faisant un peu le Flash Thompson gentil, dans un quarterback super chaud du coup au football américain, je crois, et qui à cause de ses problèmes de situation doit tomber dans une vie de criminel. Et j'ai beaucoup aimé comment, avec le montage, avec le scénario, l'écriture, ils ont réussi à mettre en parallèle l'évolution des deux personnages, de Peter et de Lonnie, en montrant que pour faire le bien, Lonnie, lui, a dû se sacrifier pour devenir un criminel, là où Peter essaie de devenir le meilleur homme qu'il puisse devenir. Et donc j'ai bien aimé du coup cette dissonance-là entre les deux personnages. Même si c'est vrai que le début, la première fois que tu vois, j'ai trouvé ça quand même très très cliché. C'est que le mec, il vit dans une rue pauvre, il a pas d'argent. À chaque fois qu'il y a une voiture de police qui passe, on le regarde avec un œil de gros raciste. C'est vrai qu'au début, j'ai trouvé ça très très cliché. J'avais peur que ça parte à fond dans le côté un peu stéréotype. Mais plus la série avance au fur et à mesure, et plus ça devient intéressant. Et honnêtement, ça rend le personnage de Lonnie très tragique, en fait. C'est un personnage tragique, très tragique et attachant, par défaut, vu qu'il sacrifie sa vie, son avenir brillant en tant que sportif, pour sauver son petit frère, en devenant du coup le bras droit de Big Donovan. Big Donovan dans les comics, qui est un avocat à la base, qui d'ailleurs est dans les séries Netflix, vu qu'il a été l'avocat de Cottonmouth dans Luke Cage et de Wilson Fisk dans Daredevil. Donc là ce n'est pas... Et après dans les comics, ensuite, il devient un gangster de la pègre. Bon là, il est déjà gangster de la pègre, il est donc le mentor du coup de Tombstone. Et bon, pour le coup, je trouve que quand même les origines de Tombstone sont pas ouf, par contre, vu qu'il se prend juste une bonbonne de Oscorp, et c'est bon, il se transforme en Tombstone. Après, je trouve ça intéressant qu'on te tease potentiellement que oui, il va commencer à muter durant la prochaine saison, et que oui, on voit ses doigts rocailleux qui commencent à se former, et je suppose qu'à la fin, il va devenir totalement rocailleux, blanc, entre guillemets. Et c'est vrai que je trouve ça marrant que pour une série, pleine de représentation, ils ont pas fait de Lonnie un albinos, pour le coup, vu que c'est censé être la caractéristique de base de Tombstone. Mais pour le coup, je trouve que c'est une invention intéressante, et je suis content qu'on donne un rôle si important à Tombstone, parce que Tombstone, je trouve que c'est un méchant qu'on sous-évalue beaucoup dans la mythologie de Spider-Man. Justement, j'étais par exemple très 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 déçu de voir qu'ils avaient fait de Tombstone l'homme de main du Caïd dans Into the Spider-Verse. C'est aussi pour ça que pour moi, Into the Spider-Verse n'est pas un film parfait, par exemple. Alors que Tombstone, pour moi, c'est un boss, c'est l'un des plus grands mafieux de tout l'univers Marvel. Et moi, je l'avais adoré dans Spectacular Spider-Man, c'est là que je l'ai rencontré, j'avais adoré ce personnage-là. Je crois que dans ce dessin animé-là, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le Caïd, donc ils avaient utilisé Tombstone, ils en avaient fait un mec super badass, imbattable, intelligent, super calculateur, super froid. Il était vraiment super cool dans cette série animée. Regardez encore Spectacular Spider-Man. Et donc moi, c'est un personnage que je veux qu'on respecte, quoi. Je veux plus de Tombstone, j'aime bien Tombstone, c'est le GOAT. Et donc j'ai très hâte de voir la trajectoire que va prendre Lonnie, puisque le team-up de fin avec Peter était très 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 cool. Mais je suppose que c'était que la fin de leur amitié, que la prochaine fois qu'ils vont se voir, ça risque de partir en cacahuète. Donc très très bonne évolution, et probablement le meilleur personnage de la série avec Peter et Norman. Du coup, on a la Tante May qui est très fidèle, entre guillemets, à ce qu'on avait vu de Marissa Tomei, du coup, dans les films, en plus développé, puisque c'était l'un des reproches que j'avais avec Marissa Tomei, c'est que
on développait tellement rien avec elle, on développait rien du tout, ils avaient tellement de potentiel avec la Tante May de Marissa Tomei. Là, ils auraient pu nous faire une version de Tante May où elle survit au snap et pendant 5 ans, elle a plus vécu avec Peter et donc elle est super attachée à Peter, etc. Ils auraient pu développer tellement d'apports dramatiques avec le fait qu'elle découvre que Peter est Spider-Man, et non, ces bâtards n'ont rien fait du tout avec Tante May. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je crois qu'il y a une scène qui fait un peu le miroir avec la fin de Homecoming, en termes de cadrage d'ailleurs, ce qui est assez drôle. Mais là pour le coup, on sent qu'elle prend plus soin de Peter, qu'elle tient beaucoup à lui, que dès qu'elle le voit avec un bleu, bah, elle s'inquiète. Donc là, on est beaucoup plus proche de la Tante May que j'attends d'avoir, en fait. Et le twist, pour le coup, que je n'ai pas du tout vu venir, comme beaucoup, et je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, sur le fait que Richard Parker, le père de Peter, soit vivant, bah, je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, et qu'il soit en prison. Donc on est un peu dans la situation de la série Flash, en fait, avec le père de Peter, et que lui ne sache pas que son père existe, en plus. Donc, bah, soit vivant, en tout cas. Je suis très curieux de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire comme dans les comics où Richard Parker est censé être un agent du Shield? Et je sais pas, on verra quel argument ils vont trouver par rapport à la backstory de Richard Parker. Mais j'aime bien le fait que ce soit Josh Keaton qui double Richard Parker, et Josh Keaton, ça va être le mec qui a le plus doublé Spider-Man dans le doublage américain. Donc c'est une bonne référence par rapport à ça. Il y a un petit côté héritage, vu qu'il joue le père de Peter, du coup. Passation de flambeau du coup, et on verra l'histoire qu'ils vont nous faire par rapport à cela, mais c'est intéressant, et du coup ça retconne un peu l'idée que voulait effectuer le film Amazing Spider-Man 2, où là aussi Richard Parker aurait dû rester en vie dans une scène coupée. Et donc on a le personnage de Norman du coup, et donc là ils ont refait plan pour plan la séquence de recrutement de Captain America Civil War, avec ce plan séquence qui suit Peter avec sa tablette d'écran cassée, je sais plus ce que c'était, et qui ensuite rencontre Norman Osborn. Ils ont exactement fait le même plan, et du coup on voit qu'ils ont reproduit l'appartement à l'identique en termes de design en plus de la Tante May. Et comme j'ai dit, excellent personnage, très très froid, limite tu arrives à t'attacher à lui parce qu'on voit qu'il tient à Peter, on voit qu'il tient à lui et qu'il tient un peu à ce qu'il peut faire avec lui pour la ville de New York. Et à la fois, tu sens qu'il est pas là, qu'il est louche, quoi. C'est Norman Osborn, il est louche, déjà, il est tout le temps fringué en vert, pour bien te dire que, ouais, frère, il est censé devenir bouffon vert un jour. Putain, on découvre petit à petit, des petits fragments de ce qu'il va faire de lui le bouffon vert, notamment le fait qu'il ait déjà conçu un prototype du planeur du bouffon vert, le fait qu'il se serve en partie de Peter pour essayer de reproduire une armée de Spider-Man, et parce que du coup il essaie de reproduire l'idée le truc de l'araignée radioactif. Donc en plus d'être le mentor de Peter, il se sert de son sang pour essayer de fabriquer d'autres prototypes entre guillemets de Peter, donc il se sert aussi de lui. Et en plus de ça, il y a eu toute la séquence de fin, toute la fin de la série, où il est un peu parti en mode Prométhée qui essaye de s'approcher trop peu du feu des dieux, ou d'Icare qui s'approche trop près du soleil, en essayant d'être le premier être humain à pouvoir ouvrir une brèche depuis l'espace, et bien sûr ça ne va pas marcher. Non, je trouve ça drôle parce que c'est un personnage qui est très persuasif, très intelligent, mais à la fois ça se voit que c'est un giga égocentrique en fait. C'est pendant toute la série il est en mode ouais, c'est héros, c'est Avengers, ils croient que tout est permis, ils font tout ce qu'ils veulent, alors que lui à son échelle de riche il fait pareil. Genre quand il vient voir Otto Octavius et qu'il fait tout pour le rabaisser par exemple, c'est totalement ça, c'est un personnage qui se la pète beaucoup également, Norman. Et ça le dérange qu'en fait qu'il y ait les Avengers au-dessus d'eux, il veut juste, c'est juste un giga égocentrique narcissique, en fait, il vaut pas mieux que Tony Stark. Non, et donc j'aime vraiment bien la personnalité de leur Norman Osborn dans ce côté-là. Puis comme dans les comics, il y a tout le délire que Peter soit plus proche d'un fils pour lui que Harry, qu'il ignore très très souvent, parce que pour lui Harry n'a pas d'avenir, entre guillemets, ce qui est un peu la relation un peu classique qu'il a avec Peter dans les comics aussi. D'autant plus que là ils ont réalisé cette idée où il est son mentor en tant que Spider-Man, du coup, et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, et je trouve que c'est une très bonne idée, en vrai, de faire ça. Ça va développer la relation entre les deux de façon encore plus profonde, et ça va causer la métamorphose de Norman en tant que bouffon vert, d'une façon encore plus dramatique, on va dire. Je suis vraiment très curieux de comment ils vont nous faire le bouffon vert en termes de design, d'arc narratif, pour le coup, par rapport à ce qu'ils nous ont installé dans cette saison. Et puis j'aime beaucoup le fait qu'on relie tout aux accords de Sokovie, qu'on voit les événements de la Civil War se dérouler en même temps, qu'on voit que Iron Man, du coup, Iron Man bosse pour Ross, et du coup voir le secrétaire Ross qui apparaît dans cette série également. J'ai bien aimé toute cette connexion à la Civil War, pour le coup, et j'aime aussi le fait que Norman justifie ses actes en évoquant tous les événements du MCU, en fait, en disant que ouais, ils ont détruit New York il y a pas longtemps, ils ont créé des robots qui ont failli faire sauter la Terre d'Avengers 2, en gros il évoque toutes les conneries que les Avengers ont faites dans les films pour justifier ses actes.
Et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien dans le personnage. Et à la manière de ce qu'ils ont fait avec différentes œuvres en relation avec Spider-Man, bah, du coup ils ont créé une grosse relation de haine avec Otto Octavius. Du coup, comme dans certaines œuvres, bah, du coup Otto et lui, bah, sont d'anciens collègues. Il va finir par le virer, par le rabaisser, et du coup Otto va vouloir se venger de lui et le tuer entre guillemets. Bah, pas entre guillemets je pense. Comme dans le dessin animé Ultimate Spider-Man, et où il le laissait passer pour mort et se servait de lui comme un objet. Ou comme dans le jeu vidéo Spider-Man PS4 également, où c'était la même interaction entre les deux. Et personnellement, ça me fait tellement plaisir en vrai, de voir un Norman Osborn dans le MCU, avoir le Oscorp à côté de la tour Avengers, voir des photos de Norman Osborn avec Captain America, avec T'Chaka. Là, j'aimerais tellement que Coleman Domingo joue Norman Osborn en live action. Moi, le bouffon vert, dans l'absolu, je m'en fiche un peu du bouffon vert. Je trouve qu'on l'a très bien fait dans les films. Moi, je veux juste voir le Norman Osborn qui se connecte à l'univers Marvel, quoi. Je veux voir Norman Osborn devenir le Iron Patriot. Je veux voir Norman Osborn bosser pour le gouvernement. Je veux le voir mener les Dark Avengers. Et j'espère vraiment qu'un jour, Sony va accepter de laisser cette opportunité-là à Marvel, d'introduire leur version de Norman Osborn, et d'adapter tous ces arcs iconiques sur le personnage parmi les Dark Avengers et les Avengers. Mais peut-être que cette série-là le fera à notre place, en sachant que du coup, cette série va continuer à se dérouler en même temps que le MCU. Et en vrai, ça peut être super intéressant quand on y pense, vu qu'à tous les coups, il y aura une saison qui va se dérouler en même temps que Infinity War. À tous les coups, il y aura une saison qui va se dérouler en même temps que le snap de Thanos, peut-être pendant les 5 ans de Blip. En vrai, il y a un potentiel qui peut être super intéressant, avec cette idée de proposer une série qui se déroule en même temps que le MCU de façon un peu hebdomadaire. Et ça me fait beaucoup penser au rythme qu'avait Agents of S.H.I.E.L.D., qui était une série que j'aimais beaucoup, et qui, pareil, dans sa durée de 7 saisons, en fait, il y avait tous les événements des films qui se déroulaient en même temps que la série, du coup. On avait les événements de Winter Soldier, de Avengers 2, de Civil War qui se déroulaient en même temps que Agents of S.H.I.E.L.D., et que Infinity War également. Très très cool de nouveau avoir une série animée, une série télé en tout cas, qui va avoir un peu ce côté point de vue extérieur des événements du MCU, et comment cela va impacter un peu la populace, on va dire. Donc ça, je pense que c'est une idée qui peut être très très intéressante, et j'espère vraiment qu'on verra un Norman Dark Avengers un jour, quoi. Iron Patriot en tout cas. Et donc oui, moi j'aimais bien leur version du Dr Octopus, bon, totalement designé par rapport aux comics classiques avec sa tenue jaune et verte, du coup. Et vraiment j'aime bien ça change un peu des Octopus habituels, qui sont souvent des figures tragiques ou des figures remplies de haine. Lui aussi, il est rempli de haine, mais j'aime bien le fait que ce soit le mec giga égocentrique, qui est toujours impatient, qui se prend pour le génie ultime, super intelligent, et qui déteste quand des individus de faible intelligence lui fassent perdre son temps. Donc j'aime bien le côté extrêmement théâtral qu'ils aient mis à leur Octopus. J'ai bien aimé la séquence où il a essayé de s'évader, qui m'a beaucoup fait penser à... Je crois qu'il a fait la position que fait Dark Maul, le Ray Park, dans X-Men et dans Star Wars 1, du coup, la menace fantôme, avec son bâton, là. Donc, mais j'aimais bien vraiment la séquence où il essaie de s'évader, qui m'a un petit peu fait penser à une version comique de la séquence d'horreur de Dr Octopus à l'hôpital de Spider-Man 2, pour le coup. D'ailleurs, j'ai bien aimé les refs, le fait que Norman Osborn évoque le fait que jamais Otto ne puisse avoir le soleil dans la palme de sa main, qui est une ref à Spider-Man 2, et le fait que les motifs sur les lunettes de Octopus soient un motif de soleil également. Donc il y a des idées qui sont intéressantes. Et donc ils ont un peu fait un what if, parce que dans le MCU, c'était le vautour qui donnait des armements à tous les méchants, un peu l'univers Marvel. Dans Spider-Man Homecoming, c'était le vautour qui faisait des deals avec le Scorpion, qui faisait des deals avec le Shocker, avec Donald Glover, etc. Et dans cette série-là, c'est Octopus en fait qui donne tous les armements à tous les personnages, du coup, de tous les méchants de cette série animée-là. Et donc là, on a des méchants qui vont de vilains qui ont rien à voir avec Spider-Man à des vilains de Spider-Man. Je pense aux méchants en feu, à la parodie de Firefly, qui n'existe quasiment pas dans les comics par exemple. On a Speed Demon, qui est un peu une sorte de Flash, qui pour le coup lui est un ennemi de Spider-Man. Pour le coup, on a aussi Tarantula, qui est aussi une ennemie de Spider-Man de base, et là justement ils ont créé un couple entre les deux, donc ils ont essayé de faire une sorte de Bonnie and Clyde avec ces deux-là. On a la Licorne, qui à la base est un homme et est un ennemi de Iron Man et non pas de Spider-Man, mais ça nous permettait un peu de développer un peu la partie russe, en tout cas de Spider-Man, en nous introduisant du coup le Rhino, et pareil le Rhino, qui n'est pas encore le Rhino, mais en tout cas on voit le Rhino avant qu'il devienne le Rhino, qui là pareil a totalement le design des comics, avec son petit nez et son crâne très très renfermé. Là il a vraiment totalement le design des comics de l'époque, pour le coup le Rhino, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de leur Rhino également. Et on a également le Caméléon qui débarque dans cette série-là, et j'ai beaucoup aimé cette attention au détail, au fait qu'il soit calqué
sur le personnage de Dimitri Smerdiakov. Vous ne vous en rappelez certainement pas, mais dans Spider-Man Far From Home, il y a un agent du SHIELD que Nick Fury envoie pour observer Peter Parker, qui s'appelle Dimitri, et officiellement il était crédité comme Dimitri Smerdiakov, et Dimitri Smerdiakov dans les comics, c'est le caméléon qui est l'un des ennemis les plus emblématiques de Spider-Man. Et du coup, pendant tout Spider-Man Far From Home, les fans et moi, j'attendais à ce qu'il devienne le caméléon. Ça ne s'est jamais produit. Et dans cette série-là, ça se produit enfin parce que pour le coup, leur version du caméléon est physiquement complètement calquée sur le Dimitri qu'on a du coup dans Spider-Man Far From Home, confirmant donc que oui, Dimitri est la version du caméléon dans le MCU là, et que donc, parce qu'il n'a pas fait les films, et la série va la faire en faisant de lui le caméléon, et du coup à la fin de la série, on le voit porter un masque, et on le voit commencer sa carrière en tant que caméléon, et pareil, j'ai hâte de voir comment ils vont le faire évoluer également. Et c'est aussi le cas du coup pour le Scorpion, parce que le Scorpion également revient, et pareil, une chose que les films n'ont pas réalisé, et j'espère quand même qu'ils vont le réaliser un jour, mais là pour le coup ils l'ont pas réalisé, mais du coup cette série la réalise à sa place, c'est de transformer du coup McGargan en Scorpion. Malheureusement, Michael Mando n'est pas revenu pour doubler le personnage, mais physiquement et en termes de personnalité, du coup, on reprend totalement la version qu'on avait dans Spider-Man Homecoming du Scorpion. Vraiment, moi j'aimais bien cette idée-là de base, tu vois, le côté chef de gang mexicain, latino, qui est une sorte d'un peu de serial killer complètement sadique, qui a peur de rien, qui peut être très très violent. Et du coup, je trouve que ça rendait le personnage du Scorpion extrêmement menaçant dans cette série-là, vu que déjà de base, c'est lui qui va donner la première grosse défaite de Spider-Man, et c'est à cause de lui qu'on a les quelques moments de violence. Après, la série est quand même assez accessible pour les enfants, mais il y a des moments de violence où tu te dis « Ah, il y a du sang. Ah, il a embroché un mec. » Au calme. Donc il y a quand même des moments un peu violents, et la majorité des moments de violence viennent du Scorpion, du coup, de cette série animée-là. Et pour le coup, autant le Scorpion, moi, c'est pas un méchant non plus que je connais de fou, mais voilà, je l'ai vu dans tous les dessins animés, etc. Autant là, je trouve qu'il était très très mémorable, ils ont réussi à le rendre extrêmement marquant, tellement il était menaçant, puissant, avec du coup sa queue de Scorpion, et tellement il a fait du mal à Spider-Man, et il a impacté un peu sa vie. C'est le premier qui a foutu la haine à Spider-Man également. Et donc, pour le coup, je trouve que ça marchait très bien. J'ai bien l'intrigue de guerre de gang avec le Big Donovan, etc. Et ça en faisait un très bon méchant. Et d'ailleurs, il y avait sa bras droite qui s'appelle Camilla Black, qui est dans le comics, c'est la deuxième Scorpion, mais je crois que rien à voir, c'est une gentille à la base, mais là, ils ont quand même fait une méchante, une espèce de Scorpion Junior, entre guillemets. Et du coup, j'ai bien aimé son design avec l'armure. Je pense que je le préfère sans casque, il est plus menaçant sans le casque, quand même, avec le visage de McGargan, vraiment son visage de chef de cartel, en fait, entre guillemets. Mais j'espère vraiment, même si je suis heureux que cette série nous ait proposé ce que les films ne nous ont pas donné, j'espère quand même que Michael Mando aura l'occasion de rejouer le Scorpion, parce qu'on attend toujours le payoff de la scène post-générique de Spider-Man Homecoming. Mais voilà, il était très très cool, ils ont réussi à rendre le Scorpion terrifiant, puissant, violent, et je trouve que ça en a fait peut-être le méchant le plus mémorable de cette première saison pour le coup. Et donc, comme j'ai dit, il y a plein d'autres références. Du coup, tous les méchants, il y a les licornes, comme je l'ai dit. Il y a le bras droit de Otto Octavius qui s'appelle Vincent Patilio, qui est l'homme qui, dans les comics, devient Leapfrog, donc qui est un peu qui est Grenouilleman, genre. On a aussi l'un des bras droits de Big Donovan qui s'appelle Bulldozer, qui n'a rien à voir avec les comics, où Bulldozer, dans les comics, à la base, c'est un membre des Démolisseurs, alors que là, pas du tout, pour le coup. Il y a plein de trucs comme ça, hein. Par exemple, il y a aussi le groupe de stagiaires de Peter à Oscorp, où tu as le personnage de Asha, qui du coup existe dans les comics, et là aussi c'est une grande étudiante qui étudie dans une école wakandaise, et du coup là pareil, on évoque beaucoup le Wakanda également, on a une photo de Chaka avec Norman Osborn, de Captain America avec Norman Osborn également, et donc on a Asha qui a bien le même accent wakandais que dans les films, elle aussi. On a Amadeus Cho, que j'avais déjà évoqué dans la vidéo de Captain America, qui est aussi présent, qui est ce grand étudiant d'origine asiatique extrêmement intelligent, et qui à l'avenir est censé devenir le nouveau Hulk. On a le personnage de Jan Foucault, qui est un personnage qui est dans les comics, j'avais peur qu'il fasse pareil, un truc qui n'a rien à voir, parce que dans les comics, normalement, c'est censé être une espèce de vigilante. Dans les comics, c'est censé être la fille de Taskmaster. Son pouvoir, elle également, est aussi la capacité de très très vite mémoriser des mouvements de combat et de les appliquer directement après cela. Et donc, j'ai bien aimé le twist sur le fait qu'en fait, elle bosse pour Daredevil, et qu'en fait, ce soit un peu la sidekick de Daredevil, et que oui, elle a bien son identité de super-héroïne, qui est l'identité de finesse, du coup. Donc il y a ce twist qui est intéressant. Et oui, j'aimais bien pour le coup le crossover avec Daredevil. Ils avaient aussi annoncé que Vincent D'Onofrio rejouait le Caïd dans cette série, mais pour le coup le Caïd n'apparaît pas. Après, vu qu'ils ont 2 saisons d'avance, à tous les coups le Caïd va apparaître dans la saison 2 pour le coup, ce qui n'est pas un mal. Mais j'ai bien aimé, comme j'ai dit, j'ai bien aimé le petit crossover avec Daredevil qui, si on se base sur la timeline des séries Netflix, doit être un jeune Daredevil, vu que
j'imagine que là on est dans une version où au lieu d'avoir le costume rouge, Daredevil a juste fait évoluer son costume noir en un costume qui ressemble plus à un costume de diable, du coup. Et j'ai bien aimé du coup la confrontation entre les deux héros. On voit que Daredevil a un peu une réputation à la Batman, où il fait un peu peur aux gens, on l'appelle le diable, etc. Et Spider-Man le voyait un peu comme un cambrioleur. Et j'ai bien aimé tous les jeux de mots justement avec Spider-Man qui dit qu'il voit beaucoup de choses alors que lui, il est aveugle et donc lui il sait pas qu'il est aveugle. Et la fight entre les deux était assez fun, pour le coup ça marchait très très bien. Et j'ai assez hâte de voir comment va évoluer cette intrigue-là avec Daredevil du coup et Finesse, par exemple. On avait aussi un petit camo et c'était cool d'ailleurs en termes juste dans l'identité musicale. Déjà j'ai pas parlé du générique. Déjà j'ai pas parlé du générique qui reprend la musique iconique du dessin animé des années 60 en la mixant avec du hip-hop. Et j'ai entendu dire qu'en VF c'était très très nul. J'ai pas écouté la VF, mais en tout cas en VO la musique est très très cool et honnêtement le générique est extrêmement stylé honnêtement. Et puis ce qui est cool c'est que le générique évolue avec les épisodes. Et donc Spider-Man n'a jamais le même costume au fil du générique. Il y a son costume homemade donc qui est un petit peu similaire mais quand même différent de celui des films. Ils ont aussi rendu hommage à une période des comics où en gros tu as Peter qui ne peut plus devenir Spider-Man et qui doit adopter d'autres costumes. Et donc tous ces costumes-là, ce sont en fait les costumes test de Norman Osborn dans cette série-là. Et donc donc on a par exemple le costume avec une cape, le costume qui rend hommage au méchant Beetle, le scarabée, et le costume à la Batman où il fait peur. Et à la fin, du coup, il a le droit à son costume blanc qui rend hommage à son costume des comics de la Future Foundation quand il fait partie des 4 Fantastiques. Bon, pas trop fan non plus quand même que le costume de la Future Foundation soit utilisé en tant que costume d'Oscorp, mais bon, c'est pas grave. Mais j'aime bien quand même le design parce qu'on voit que c'est une espèce de version alternative de l'Iron Spider, dans le sens où le logo a la même disposition dans le costume, par exemple. Donc il y a aussi ça qui marche, qu'après tout ce délire de technologie de Iron Boy qu'on avait dans les films, il assume son costume classique rouge et bleu, qui est plutôt stylé, et à la fin on est content quand on l'a, et donc à la fin on a le vrai Spider-Man du coup. Et le générique est effectivement très très cool, et comme je l'ai dit, comme on est relié au MCU, à chaque fois que Doctor Strange J-Pop, il y a le thème des films, il y a le thème de la série Daredevil, il y a le thème rock'n'roll d'Iron Man mixé avec la musique des Avengers quand il débarque également, donc tout rend hommage au MCU en fait. Donc ça aussi c'est quelque chose qui marche bien, et oui, on n'a pas trop parlé de Doctor Strange. Moi, j'avais peur justement que ce soit une incohérence, parce que dès que la série commence en 2015, t'as Doctor Strange qui débarque, alors que Doctor Strange est censé être Doctor Strange depuis 2016, si on se fie au film. Et justement, à la fin, tu as un twist qui nous confirme qu'en fait, Doctor Strange a voyagé dans le temps à Midtown, et que donc, oui, en fait, c'est pas incohérent qu'il soit déjà là, entre guillemets, quoi. Mais c'est plutôt cool de voir une vraie relation entre super-héros entre les deux, dans le sens où dans les films, ils avaient une relation qui était beaucoup plus conflictuelle, pour le coup. Et il y avait quelques hommages au film également, avec le fait que la première fois qu'ils se voient, t'as Peter qui comprend son nom comme étant le mot étrange en anglais, par exemple. Et de toute façon, il y a plein de refs et d'effets miroirs avec les films, comme je l'ai dit. Il y a le fameux moment où Tony Stark découvre Spider-Man en montrant qu'il a sauvé un bus d'un camion qui a failli leur foncer dessus. Du coup, ce moment-là est matérialisé dans une scène d'action entière dans la série animée, et plus tard, Norman Osborn va utiliser ce même extrait vidéo pour montrer à Peter qu'il est Spider-Man en fait. Donc il y a tout cet effet miroir-là qui marche bien. Cet effet miroir qui se répète aussi avec la fin de la saison, avec du coup Spider-Man qui est sur le point d'empaler, de buter le Scorpion, et t'as du coup Lonnie qui l'en empêche, qui est une scène miroir de façon totalement évidente, avec la séquence où Tobey Maguire empêche Tom Holland de tuer le bouffon vert, du coup dans Spider-Man No Way Home également. Donc il y a plein de petits what if comme ça qui sont assez cool, et dès la scène d'intro de la série, ils mettent Venom. C'est dire à quel point ils sont en mode, bon, c'est un dessin animé, on a tous les droits, on fait ce qu'on veut, on va foutre Venom à l'intro de notre série animée. Donc bon, un alien qui a le symbiote Venom en lui, et donc le méchant final de cette saison, c'est Venom, du coup. Et à la fin, du coup, avec cette action qui était d'ailleurs très 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 cool, en team-up avec Doctor Strange et Spider-Man, où en plus on te montrait même la planète des symbiotes carrément, tellement on allait à fond dans le délire de l'espace. Et à la fin, à la manière, entre guillemets, du jeu PS4, tu as Norman Osborn, du coup, qui va extraire un échantillon de Venom. Après, moi, personnellement, je commence à en avoir un peu marre, mais j'ai l'impression qu'ils vont encore nous faire le coup de Harry Osborn, qui va devenir Venom, je sais pas. Parce que il y avait un match cut entre les yeux de Norman et de Harry dans cette séquence. Parce que je les vois pas mettre Eddie Brock dans cette série, je sais pas, par rapport à Tom Hardy. Mais vu que c'est Norman qui a le symbiote, et qu'à chaque version où Norman a le symbiote, c'est tout le temps Harry qui devient Venom, j'ai l'impression qu'ils risquent de nous refaire ce délire-là.
J'avoue que je suis pas forcément giga fan de ce délire-là, mais bon, on verra ce qu'ils vont faire avec Venom pour le coup, prochainement, du coup, je suppose. Donc, comme j'ai dit, il y a plein de personnages qui ont rien à voir avec les comics. T'as Johnny Gallo qui est censé être un mutant à la base. Tu as le prof de quarterback de l'ONI qui est censé être une sorte de super-héros un peu parodique dans les comics aussi. Tu as un camo de Luna Snow dans une photo également, qui est un personnage qui est devenu très connu via Marvel Rivals aussi. Donc, plein de personnages qui ont été pas mal été éloignés des comics, et je pense aussi au personnage de Bentley Whitman, du Dr Whitman, et c'est là que j'ai eu un peu mon petit côté woke un peu forcé, je trouve, parce que du coup ils nous ont introduit une nouvelle version de Kurt Connors, donc le futur lézard, mais cette fois elle s'appelle Carla Connors, elle est toujours amputée d'un bras, et cette fois elle est noire, et là je trouve que le côté représentation était un peu forcé dans le sens où ça se voit qu'ils ont fait ça juste pour faire un contraste avec le docteur Whitman, qui est blanc et qui est moche et qui est vieux et qui est donc par conséquent un connard. Et donc elle, à défaut de ne pas avoir un Connors blanc amputé d'un bras, on rajoute tout le reste du coup de la représentation, on en fait une femme et on en fait une noire. Ce qui je trouve est pas forcément respectueux du personnage de base, dans le sens où le principe du lézard dans les comics, après je pense qu'ils l'adapteront jamais. Peut-être qu'elle va devenir le lézard à un moment donné dans la série, mais ils vont pas créer cette dynamique-là. Mais le principe qui est intéressant avec le lézard, c'est que c'est un peu le père qui est censé être protecteur de son fils, et sa crainte, c'est qu'il devienne le père qui puisse manger son fils, parce qu'à tous les coups il va se transformer en lézard. Et toute cette dimension paternelle qu'a Kurt Connors dans les comics, qui a été très très mal développée dans les films d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui appartient au personnage, et je suis pas très fan de l'idée de complètement réécrire le personnage pour en faire ce personnage-là. Après bénéfice du doute, on verra ce qu'ils vont en faire plus tard dans les prochaines saisons, mais je suppose qu'à un moment donné, elle deviendra le lézard, par exemple. Comme j'ai dit, il y a des scènes qui font très Spider-Man. Il y a cette scène où, par exemple, où tu as cet épicier qui se fait voler par une femme, et on découvre que la femme, en fait, est pauvre, qu'elle manque d'argent, et donc t'as Spider-Man qui essaie de lui donner qui lui fait une morale, et qui lui promet de la libérer si elle accepte la morale qu'il lui donne. Et c'est quelque chose qui fait très Spider-Man, c'est vraiment l'humanité du personnage, le fait, comme dans les comics, et un peu comme dans les films aussi. Beaucoup, on est vraiment sur le vrai Spider-Man, vraiment le Spider-Man qui fait des blagues tout le temps, qui a des bons jeux de mots. Et je trouve que justement ces lignes de dialogue, quand ils confondent des méchants, sont assez bien écrites en termes d'humour, et ça fonctionne assez bien. Et j'ai bien aimé ce détail quand même qui est pas anodine, que Peter garde ses lunettes, même après qu'il se soit fait piquer par l'araignée. Parce qu'à la fois, ça en vrai, ça crée un peu l'effet Clark Kent Superman en fait. C'est que dans les comics et dans les films, à chaque fois il enlève ses lunettes parce que maintenant il a plus de problème de cécité. Et je suppose que dans cette série, c'est pareil, il a plus de problème de cécité, mais après, ça lui permet de dissimuler davantage son identité, de garder ses lunettes, et donc ça lui permet encore d'avoir ce côté un peu nobody, qui est censé être Peter Parker. Donc j'ai bien aimé ce détail dans le design du fait qu'on lui garde ses lunettes, qui en plus rappelle encore plus le design un peu à la Steve Ditko qu'il avait dans les comics des années 60 également, donc ça fait aussi partie de cet aspect-là. Puis il y a plein de mentions aux comics, comme j'ai dit, il y a même des mentions à la série Hawkeye. On parle du gang des survettes de la série Hawkeye, on évoque Eleanor Bishop, la mère de Kate Bishop de la série Hawkeye également, donc il y a plein de refs à la série Hawkeye qui m'a aussi un petit peu surpris, mais vu que la série est à New York, c'est pas surprenant non plus. Mais oui, comme je vous l'ai dit, on est dans un MCU extrêmement établi, comme je l'ai dit. Et puis voilà, je crois que j'ai évoqué tous les points que je voulais évoquer concernant cette série animée, du coup, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Et je pense qu'en vrai, il peut avoir beaucoup de potentiel pour les prochaines saisons. À tous les coups, ils peuvent nous réintroduire, du coup, je pense que c'est aussi ça le truc qui peut être intéressant par rapport aux films. S'ils arrivent à obtenir les droits de certains de ces personnages-là pour les films, c'est du coup, à chaque fois qu'on a un personnage des films qui apparaît dans la série animée, ils ont essentiellement les mêmes designs, ou en tout cas un peu les mêmes caractéristiques que dans les films, que ce soit Iron Man, le Scorpion, le Caméléon, etc. Ce qui veut dire que j'imagine que s'ils nous mettent le Vautour, le Shocker ou Mysterio, ils auront à peu près les mêmes caractéristiques que dans les films, quoi. On aurait un Mysterio calqué sur Jake Gyllenhaal, un Vautour calqué sur Michael Keaton par exemple, mais avec des origin stories différentes parce qu'on est sur un univers du MCU qui est différent. Et donc je pense que ça peut proposer des variantes qui sont intéressantes, et inversement, c'est que si un jour Marvel a l'occasion d'introduire Norman Osborn en live action, il peut être interprété par Colman Domingo par exemple, et donc tous les personnages créés pour cette série, genre Nico Minoru, si on l'a en live action dans le MCU, en dehors de la série télé Runaways, elle peut être un peu calquée sur la Nico Minoru de cette série animée là. Donc l'idée d'un MCU alternatif aide de cette série à devenir intéressante, et honnêtement, j'avais vu beaucoup de gens se plaindre du fait que ça n'a pas d'intérêt parce que c'est pas un préquel au film, mais pourquoi tu veux qu'on ait une série animée préquel au film ? Quand tu as le film Civil War qui commence, ça se voit que Peter Parker il a rien vécu, frère. Ça se voit qu'il a affronté aucun super vilain, il a rien fait de ouf. Tu vas raconter quoi dans une série animée préquelle à Spider-Man ?
Donc moi je trouve que l'idée du coup d'un truc alternatif marche mieux, et puis ça participe un peu au côté saga du multivers, du fait qu'on soit du coup sur un truc relié au multivers encore une fois, avec cet univers alternatif. Donc voilà, honnêtement, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, et j'ai très hâte, honnêtement, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous réserver en termes d'écriture. Pour la saison 2, il y a beaucoup de teasings qui nous ont été montrés, mais en tout cas, je profite de ce qu'on a eu, et honnêtement, ce qu'on a eu était de très bonne facture, et j'ose espérer que certains de ces éléments puissent être introduits dans le MCU d'une manière intéressante. Et en dehors de ça, j'espère à tous que vous avez apprécié l'écoute de cette vidéo. J'espère que vous apprécierez cette série autant que je l'ai appréciée moi-même. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!